Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 14h01. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire pour lequel vous vous êtes inscrits très massivement. On a 136 inscrits. Alors, il est 14h01. On va attendre 4 petites minutes comme d'habitude, le temps que tout le monde arrive. Je vous remercie comme d'habitude de vous manifester dans le chat. Merci Dalila, merci Séverine déjà de l'avoir fait. Est-ce que vous pouvez simplement me confirmer que vous nous voyez bien, que vous m'entendez bien? Voilà, juste que techniquement, tout se passe bien, qu'il n'y ait pas trop d'écho, que l'image soit bonne. Et dans 3 minutes, on va démarrer. Voilà, n'hésitez pas à intervenir dans le chat et à télécharger comme d'habitude une documentation nombreuse dans la partie des dossiers. On se retrouve, alors j'éteins mon micro et ma caméra, mais on se retrouve dans trois petites minutes. Alors, il est 14h05. On va démarrer immédiatement parce que le sujet est vaste et il vous intéresse. Il nous intéresse à nous aussi, effectivement, intervenante de la thématique de ce jour. Alors, vous êtes en majorité des assistants sociaux à participer à nos webinaires, mais vous êtes aussi des RH, des médecins du travail, ou tout simplement des hommes et des femmes intéressés par le sujet. Et le sujet du jour est un sujet éminemment prégnant
qui concerne une très très grande partie des familles aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, alors en langage, comment dire, usuel, les familles monoparentales, mais en langage plus courant, les familles solo. Alors on parle souvent de maman solo, mais on parle de plus en plus de papa solo. Je suis avocate au barreau de Paris et c'est vrai qu'on a tendance à, je dirais, faire rentrer les gens un petit peu dans des cases. Malheureusement, je ne le fais pas bien évidemment, mais effectivement, quand les personnes, la connexion n'est pas top, bon, écoutez, on va essayer de faire au mieux. Donc, je vous disais que la difficulté en la matière, c'est que souvent les personnes se mettent elles-mêmes dans des cases, c'est-à-dire qu'ils sont maman solo, ils sont papa solo, avec toutes les difficultés inhérentes. Et aujourd'hui, je souhaitais aborder les difficultés inhérentes à ces pères et mères qui se retrouvent seuls avec à charge des enfants sur la sphère, on va dire, personnelle et aussi sur la sphère professionnelle. Alors vous me direz que ce que j'ambitionne de faire est extrêmement vaste et qu'on n'y arrivera pas. Alors l'idée effectivement, c'est de donner un angle extrêmement précis à nos propos, et je vais tout de suite donner la parole à mes deux intervenantes de choc qui vont présenter ce webinaire avec moi. L'idée, c'est vraiment d'identifier les principales difficultés qui se posent pour des papas et des mamans solo dans leur vie privée. Et la principale difficulté, c'est souvent l'argent. L'argent qui est le nerf de la guerre. Et c'est souvent la grande difficulté au moment d'un divorce ou d'une séparation. Et concernant la vie professionnelle, c'est la difficulté à se valoriser, à évoluer professionnellement, à trouver sa place, ou parfois à subir des discriminations du fait qu'on est papa solo ou maman solo. Pour animer ce webinaire et pour interagir au mieux, pour envisager toutes les solutions qui fonctionnent, parce que comme vous le savez, et pour ceux qui découvrent nos webinaires, l'idée c'est vraiment d'apporter une vision pratico-pratique de ces questions. C'est-à-dire que moi, je ne prêche pas pour ma chapelle d'avocat, je vous apporte tous les éléments substantiels pour appréhender au mieux ces questions-là. Mais effectivement, le droit a ses limites, la justice a ses limites, et l'avocat ne peut pas tout. Donc, pour présenter ce webinaire aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Faugeron-Kimry, que vous connaissez, qui est sophrologue, qui intervient en entreprise. Je vous laisse vous présenter rapidement, Fanny. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement sophrologue relaxologue, c'est-à-dire que j'interviens en cabinet pour les particuliers sur tout ce qui est problématique de gestion du stress, équilibre vie pro, vie perso et puis sommeil aussi, parce que nos problématiques de sommeil sont souvent liées à nos problématiques de stress. Et puis, j'ai fondé une société qui s'appelle Sérénité & Co. Et j'interviens dans ce cadre-là en entreprise sur des problématiques de qualité de vie au travail et de bien-être au travail. Merci beaucoup, Fanny. Isma, je vous laisse vous présenter vous aussi. Alors, avec un profil très particulier, mais extrêmement pertinent pour l'interaction de nos interventions aujourd'hui. Merci Judith. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis Isma Laswani. Je suis cofondée avec mon associé, donc Clémence Pagnon, le cabinet Essence, et on travaille sur la question de l'articulation entre parentalité et carrière. C'est vraiment la jonction des deux et on accompagne les salariés parents et leurs managers en entreprise à faire en sorte que ces deux casquettes qui ne s'harmonisent pas toujours naturellement puissent se faire pour que on puisse être épanoui tant à la maison qu'au travail et arriver à concilier ces deux emplois du temps et ces deux domaines de vie. Merci beaucoup, Isma. Alors, je rebondis sur votre propos, qui va être aussi le mien, à savoir que aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas se cacher derrière son petit doigt pour dire la vie privée de mes salariés ne m'intéresse pas. Alors, effectivement, la frontière est très fine. Effectivement, tout le monde a droit au respect de sa vie privée, et ça, c'est l'alpha et l'oméga. C'est inscrit dans nos constitutions, dans tous nos différents codes de loi. Cependant, aujourd'hui, nul n'est censé ignorer, et certainement pas les RH, vous assistants sociaux, même les médecins du travail, que les événements de la vie privée causent, je dirais, des déflagrations sur la vie professionnelle. Alors, comment ça s'articule, comment ça s'incarne, en tout cas de mon côté à moi, avec ma vision avocat? C'est qu'en général, quand les gens rencontrent
des difficultés, se retrouvent seuls après un divorce ou une séparation avec des enfants, parfois des jeunes enfants, et qu'ils ne trouvent pas l'écoute nécessaire auprès de leur hiérarchie, eh bien, ils se mettent en arrêt maladie. Et l'arrêt maladie est tout sauf la bonne solution pour appréhender ce type de problématique. Et là, on rentre, je dirais, et je voulais vraiment poser, en tout cas ma vision, certes, donc ma vision c'est subjective, mais en introduction, à savoir que effectivement, la difficulté, c'est que les problèmes de la vie personnelle, et notamment tous ceux liés au divorce et aux séparations avec enfants, ont un impact tout à fait évident sur le fonctionnement d'un service, le fonctionnement d'une entreprise, etc. Et donc, de fait, ça peut parfois produire par ricochet, mais un ricochet très très net, des incidents sur la vie professionnelle de la personne, qui aura du mal à évoluer, qui aura du mal à revendiquer peut-être une place plus élevée dans l'organigramme, plus de responsabilités, qui aura peut-être plus de scrupules à mettre en avant des discriminations. Et là, je vous fais une parenthèse, mais je l'aborderai dans la deuxième partie de ce webinaire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'égalité homme-femme au sein de l'entreprise, on parle beaucoup de la gravité, notamment de la discrimination à la grossesse, du fait d'être famille monoparentale. Eh bien, force est de constater que c'est souvent, comment dire, des déclarations, je dirais pas cosmétiques, mais en quelque sorte, c'est que les salariés eux-mêmes, surtout les femmes, il faut le dire, ont du mal à s'emparer de ces sujets-là, surtout quand elles sont familles monoparentales, parce que précisément, elles ont besoin d'argent, elles ne veulent pas perdre leur travail, donc elles ont peur de créer quelconque remous que ce soit au sein de leur sphère professionnelle. Tout ça pour vous dire que tout est imbriqué, je dirais, comme des poupées russes, et c'est la raison pour laquelle ce sujet me tenait vraiment à cœur, parce que c'est une problématique que je vois quotidiennement au cabinet, plusieurs fois par jour, et il est vraiment essentiel d'avoir une vision très panoramique de ce sujet. Alors, pour introduire les interventions de Isma, Fanny et moi-même, je vais vous passer une petite vidéo d'une reporter de guerre qui s'appelle Nathalie Bourrus, qui a écrit un livre extraordinaire, qui est très bien écrit, très bien fait, qui pourrait parler à beaucoup de mamans solo que vous rencontrez, vous assistants sociaux, RH ou médecins du travail, mais aussi aux papas, parce qu'elle décrit à quel point être maman solo, c'est plus dur parfois que d'être sur un terrain de guerre. Fanny et Isma, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo, même à noter quelques propos de Nathalie Bourrus, et on interagit tout de suite après. Et je vous invite aussi à... Alors, il semblerait que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est bien dommage. Une minute, je reviens tout de suite et je vois si ça fonctionne. Je crois que c'est la dernière fois que je fais des webinaires cette année. C'est la catastrophe. Il y a vraiment de très mauvaise connexion. Alors, Judith, ton micro est ouvert. Alors, voilà. Alors, on va essayer. Voilà, ici. Est-ce qu'on peut appuyer ici? Oh là là. Ça marche pas. Non. Et si t'appuies là? Non. Quitter la vidéo et revenir à l'antenne. Bon, on va arrêter la vidéo. Et on va essayer de recommencer la vidéo. Play. Exit. Vas-y. Ça ne marche pas. Bon.
Non. Ça fonctionne pas. Ouais. Bon, bah écoute, tant pis. Je suis désolée, ouais. C'est pas grave. Là. Merci de ton concours. Désolée. C'est pas grave. Alors, comment est-ce que... Hop. Ça va, c'est cool, ouais. Voilà, c'est bon. C'est pas grave. Bon, bah écoutez, je suis vraiment navrée de ces aléas techniques, mais j'invite Fanny et Isma à revenir. Ça n'est pas bien grave parce que j'ai non, je crois qu'on est tous rompus à l'exercice. Aux aléas. On sait que parfois, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Pas Voilà. d'inquiétude. En tout cas, on imagine bien l'allégorie entre le parcours de parents solo et le reporter de guerre. Alors voilà, alors je vous dis, parce que j'ai quand même j'ai eu la présence d'esprit d'imprimer une partie d'une interview qu'elle a donnée à France Info. Elle disait que ce qui l'a beaucoup frappée quand elle est devenue célibataire, c'est qu'elle a retrouvé une solitude extrêmement profonde qu'elle dit, elle, n'avoir vécu que sur les terrains de guerre, puissance, mais là, elle dit qu'être maman solo, c'était puissance 10. Elle dit que la pression est immense, qu'elle ne s'arrête jamais, car chacune petite chose afférente au quotidien, à son quotidien propre et à celui des enfants, est démultipliée. Et effectivement, c'est une sensation vraiment éreintante. Qu'elle dit, et plusieurs fois, et elle prend cette expression-là tout au long de son livre, elle dit qu'elle se sentait en permanence en apnée, en incapacité de reprendre sa respiration. Elle dit aussi qu'il y a une difficulté nette quand on se retrouve à voir ses enfants quasi quotidiennement, quand on les a pas, par exemple, en alternance, et que le père est là une semaine sur deux, eh bien, la difficulté, c'est qu'effectivement, mais ça, on le dit très souvent, qu'il faut être à la fois le père et la mère, et que ça, c'est une grande source de stress pour elle. Et surtout, elle dit, et j'en termine là-dessus sur son propos, c'est qu'elle dit qu'elle subit beaucoup d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, la perception que la société lui renvoie, c'est que finalement, c'est une mère courage, certes, mais c'est une maman comme une autre. Donc, elle doit assumer ses enfants, elle doit les assumer pleinement. Et c'est souvent des femmes ou des hommes qui sont habités par beaucoup de culpabilité parce qu'ils sont toujours dans le souci de bien faire. Et pour autant, eh bien, on a parfois besoin d'argent, on a parfois besoin de plus d'argent parce que parfois on ne récupère pas de pension alimentaire. Et donc, on essaye de rester compétitif au niveau de son travail. Et en fait, elle explique que dans la sphère professionnelle, on minore ses difficultés personnelles précisément pour ne pas perdre son job et pour ne pas montrer qu'on est une chochotte impactée par les difficultés de l'existence. Et donc, elle décrit ça, cette vie sans oxygène, ou alors soit où on nivelle l'image de la maman solo en disant finalement aujourd'hui c'est une famille sur 5, donc et en région parisienne c'est parfois un peu plus, donc finalement ça concerne un peu tout le monde et tu n'es pas un cas exceptionnel. Et en même temps cette image un petit peu surexposée de la mère, courage, etc., qui doit être parfaite en toutes circonstances. Donc déjà sur ce constat-là, je vais peut-être donner d'abord la parole à Fanny sur cette expression qui m'a semblé extrêmement parlante, de se sentir en apnée, de se sentir sans oxygène, de manquer de souffle. À vous qui êtes sophrologue, comment est-ce que vous voyez cette vision-là, on va dire, de la maman solo sans souffle? Oui, effectivement, ça peut être tout à fait le profil de maman que je peux recevoir au cabinet et qui sont dans ces situations. J'ai moi-même vécu une période de ma vie en tant que maman solo, donc je vois bien à quoi ça correspond effectivement, ce sentiment, cette sensation en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met le pied au sol au réveil et au moment où on pose sa tête le soir sur l'oreiller, en fait, il n'y a pas dans une journée une minute à soi, puisqu'on est en permanence dans cette sollicitation importante de tout gérer en même temps, de faire face à tout et de cumuler plusieurs casquettes. Donc, effectivement, si on revient à cette sensation d'apnée, c'est ce que peuvent aussi décrire des personnes qui sont surmenées, d'un point de vue professionnel, par exemple. Mais là, il y a un surmenage, en fait, global, puisqu'il n'y a plus aucun temps de récupération dans une journée.
Donc, il y a une accumulation en fait de fatigue, de tension physique. Et il faut savoir que quand on est stressé, la respiration, qui est le reflet en fait de notre état émotionnel, s'accélère énormément, va devenir de plus en plus courte en fait, de plus en plus haute. Et cette sensation d'apnée est réelle et physique. Et c'est important d'en prendre conscience pour s'accorder des moments de respiration, même s'ils ne sont pas simples, on va le voir, pour ne pas frôler le burn-out parental, parce qu'il faut savoir que les parents solo sont vraiment les premiers exposés au burn-out parental. Donc c'est comme si, imaginez en fait, si un enfant auquel on n'accorderait aucun temps de répit, aucune sieste, aucun week-end, aucune récréation, aucune vacances, il ne tiendrait pas. Et bien nous, parents solo, c'est le même type de fonctionnement. Il nous faut des temps de récupération pour reprendre cette respiration. Voilà, je pense que déjà ça donne un premier point, Judith. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci beaucoup, Fanny. Vous m'entendez? Oui, bien, je vous entends maintenant, oui. Vous entendez plus très bien? Vous m'entendez? Par moment, c'est très coupé, en fait. Non, je ne vous entends pas. On ne s'entend plus du tout? Non. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Fanny, effectivement, aussi de rebondir sur cette c'est très haché, hein. Oui, je vous entends. Alors, je pense que Judith, peut-être de revenir à un mode où on est toutes les trois. Je pense que quand vous changez l'écran. Je ne sais pas, peut-être au niveau de la connexion. Peut-être que ce sera un petit peu mieux là. Vous m'entendez un petit peu mieux? Oui. Un petit peu? Oui, on vous entend là. Non. Vous ne nous entendez pas? Non. Non. Bon. Alors, je vais essayer de me déplacer. Peut-être, c'est possible. Alors, je vais. Attendez. Hop là. Oui, je vais remettre là-dessus. Et là, j'ai du mal à. Ok, alors attendez, c'est vraiment très désagréable. Ouais. Je vais essayer de me déplacer carrément à côté de là où je suis. Là, là, est-ce que c'est mieux? Oui. Là, vous m'entendez mieux? Vous me voyez mieux? Ah, non, de nouveau, on ne vous entend plus. Hop. C'est très aléatoire. Bon. Voilà. Est-ce que c'est mieux maintenant? Maintenant, vous m'entendez, hein? Oui. Vous m'entendez bien? On vous entend, en tout cas. Non, de nouveau, on ne vous entend plus. Vous m'entendez? D'accord. Okay. Très bien. Désolée pour le décor. Je suis à côté de la borne Wi-Fi. Vous m'entendez plus. On entend un mot sur deux, en fait, c'est très haché, Judith. Ok. C'est très aléatoire. Bon. Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir et je vais me reconnecter.
Vous me laissez 2 minutes et on va rattraper après le temps perdu parce que là, j'ai l'impression que c'est... Voilà. Merci aux participants. Oui, entendu, Judith. Sors et je me reconnais. Voilà, merci de votre compréhension à toutes et à tous. Désolée pour ce bug technique. Voilà, j'espère que tout va s'arranger dans quelques minutes. Merci pour votre patience. Alors, tac, tac, tac. Alors, là, je vais me... Voilà. Je pense que c'est bien là. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est beaucoup mieux? Très bien. Ok, formidable. Très bien. Alors, on continue. On avance. Très bien. Donc, vous parliez Fanny, effectivement, de cette notion de burn-out parental. Est-ce que Isma, vous pouvez nous donner quelques contours, une définition de ce que pourrait être le burn-out parental, vous qui êtes une consultante sur ces sujets-là? Oui, merci. En fait, pour rebondir tout d'abord sur ce que vous avez pu introduire, sur la réalité des parents solos. En fait, souvent, ce qu'on entend de la part de nos clients intervenants RH ou responsables RH, c'est pourquoi intervenir, pourquoi s'occuper de parentalité. Et donc, c'est vraiment, comme vous l'aviez dit, c'est des choses qui peuvent paraître intimes, qui peuvent paraître un terrain à pas explorer pour l'entreprise. Et pour autant, c'est un impact énorme sur la vie professionnelle. La réalité, l'articulation parentalité-carrière, elle est difficile c'est un challenge pour tous les parents et pas simplement pour s'organiser concrètement, mais c'est vraiment aussi faire place et faire de l'espace pour ces deux identités. Et pour les parents solos, la réalité, au-delà de la gestion de stress que vous avez pu décrire et expliquer en détail, d'un point de vue pro, c'est aussi ne pas avoir de relais, d'alliés pour pouvoir assurer sa carrière et aller au bout de ses ambitions professionnelles. Concrètement, la vie chez soi, c'est ne pas avoir de relais, c'est être seul à se réveiller la nuit, c'est être seul à gérer les urgences que peuvent connaître aussi tous les parents, les urgences médicales, s'absenter du travail, poser des jours enfants malades. Donc, c'est vraiment assumer seul toute la responsabilité familiale, parentale, sans se sentir autorisé à en discuter sur son lieu de travail auprès de ses collègues, auprès de son N+1. Et donc, de trouver aussi des relais et des alliés sur son lieu de travail. Donc, ça agrandit, c'est vraiment la double peine. C'est-à-dire qu'on fait face à des difficultés et en plus, on se coupe des ressources dont on pourrait avoir besoin pour réduire cette charge mentale. Et donc, sans aller, évidemment, le risque, c'est l'épuisement, c'est vraiment d'aller au bout et puiser dans ses réserves suffisamment longtemps, en tout cas pour subir et être victime de burn-out parental. Mais même avant, c'est-à-dire, nous, on aime parler vraiment de jauge d'énergie, c'est-à-dire on passe du vert au jaune, à l'orange, au rouge, et on attend souvent d'être dans le rouge pour demander de l'aide ou pour se rendre compte qu'il y a un problème. La prévention et la sensibilisation que vous pouvez avoir, vous, dans le public, en tant qu'assistant social, que responsable RH, que médecin du travail, c'est justement de faire cette sensibilisation et cette prévention pour que l'action et que la demande d'aide ait lieu bien avant le burn-out et qu'on puisse justement parler dans l'entreprise, parce que c'est aussi le lieu pour le faire, de la réalité
des parents solos, de ce qu'ils doivent gérer au quotidien et de leur faciliter ce quotidien pour ne pas avoir à gérer en solo, même au travail. Et donc, je ne sais pas si on pourra en revenir tout à l'heure, mais il y a vraiment des dispositifs, des choses très concrètes à faire pour libérer la parole sur ce sujet dans l'entreprise et agir concrètement pour faciliter le quotidien des parents. Merci beaucoup, Isma. Bien Oui. sûr, on y reviendra. Alors, moi, je souhaitais introduire… Oui, on vous entend très bien. Voilà, je vous remercie, je vous remercie pour vos propos. Justement, je souhaite rebondir dessus, à savoir que, effectivement, il y a des points qu'il faut absolument aborder en entreprise, en interne, dans la fonction publique. En tout cas, ce rendez-vous que vous, assistants sociaux ou RH ou médecins du travail, avez avec ces personnes qui sont dans une structure de famille monoparentale, qui soit homme ou qui soit femme. Effectivement, on a parlé de l'épuisement, Isma a parlé de la jauge, des modalités, on va aller en parler un peu plus tard, qu'on peut mettre en place effectivement pour éviter que le stress envahissent et la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Moi, en tant qu'avocate, je vous dirais que le premier point à mettre en exergue véritablement, surtout quand les personnes lancent des procédures de divorce ou de séparation, c'est au-delà de la résidence des enfants, parce que ça, effectivement, ça a fait l'objet de beaucoup d'autres webinaires, c'est surtout la question de l'argent. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et que, effectivement, on parle beaucoup de précarité des familles solo. Alors, pour une raison très simple, c'est qu'il suffit qu'on imagine des parents qui veulent, par exemple, une alternance, eh ben, ils doivent trouver des lieux de vie permettant d'accueillir quasiment au quotidien, une semaine sur deux, leurs enfants. Donc, là où ils étaient habitués à partager un crédit, etc., ou à partager un loyer, ils vont devoir l'assumer seuls. Sans compter aussi les frais de garde. Moi, je crois à beaucoup de parents qui parfois intelligemment arrivent à se mettre d'accord en prenant par exemple la même nounou, la même jeune fille au père. Et pour beaucoup, ça n'est pas le cas. Donc, en fait, il y a beaucoup de contentieux sur le terrain de l'argent, et c'est ce que je vous invite à faire, vous, assistants sociaux principalement, d'essayer de mettre un éclairage très net sur ces questions-là. Alors, pourquoi? Déjà, parce que tout se joue au moment de la procédure de la fixation de ces… Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 45% des pensions alimentaires qui ne sont pas versées. C'est un scandale complet, et je dirais que c'est un peu aussi un scandale français. Alors, vous trouverez dans l'onglet les documents, 3 documents concernant les pensions alimentaires, une sur comment est-ce qu'on recouvre les pensions alimentaires, une autre comment est-ce qu'on recouvre les pensions alimentaires quand le débiteur est à l'étranger, une troisième, 4 documents, une troisième sur l'ARIPA, qui est l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, qui est un organe de la Caisse des allocations familiales, et enfin, le rôle de l'huissier. Alors, il est déjà 14h34, faire de 3 minutes sur ce sujet-là. La pension alimentaire, elle comprend ce qu'on appelle l'entretien, l'éducation d'un enfant. C'est-à-dire que c'est une notion très large. Elle est pour l'enfant, elle n'est pas pour la mère, elle n'est pas pour le père, elle est véritablement pour l'enfant. Et souvent, le parent qui n'a plus l'habitude, on va dire, de payer le quotidien de l'enfant a toujours l'impression que c'est une somme démesurée, alors que véritablement, ça sert tout simplement à payer un toit pour l'enfant, à faire les courses, à lui acheter quelques effets personnels, mais ça n'est en rien pour le parent qui va recevoir la pension alimentaire. Maintenant, quand les personnes divorcent ou se séparent, moi, je vois beaucoup de mamans, surtout des mamans, qui ont le nez dans le guidon et qui souffrent beaucoup de la séparation de fait, parce que c'est une souffrance, même si aujourd'hui, on a l'impression que les familles se décomposent et se recomposent, c'est toujours un passage qui est éminemment difficile. Eh bien, souvent, je croise beaucoup de femmes qui, pas exorbitantes, normales. Et en mettant en avant, voilà, mon conjoint est au chômage, mon mari va vendre son entreprise, en ce moment, ça ne va pas trop pour lui, il va être affecté à notre service, etc. Donc, ces personnes-là, d'emblée, les mères souvent, se positionnent à un niveau de petite souris en disant oui, je ne veux pas trop exiger parce que j'en peux tellement plus de la relation que je veux retrouver ma liberté, quitte à renoncer aux éléments financiers. Alors là, je dis attention.
l'idée, effectivement, n'est pas la guerre sur le terrain de revendication financière ou de pension alimentaire, loin s'en faut. Mais l'idée, c'est de trouver un montant juste et ne pas transformer les hommes et les femmes qui sont censés recevoir une pension alimentaire en mendiants. Parce que là, précisément, sur le plan psychologique, ça laisse une sorte de fil rouge entre les deux parents qui pourtant ont voulu se séparer ou divorcer. Et les questions d'argent, quand elles restent un point de contentieux éternellement dans le couple parental, c'est vraiment un ferment de grand désespoir pour les femmes que je rencontre. Donc, l'idée que je voulais vous donner, qui est extrêmement importante, au-delà de ce que vous allez trouver dans l'onglet, et je vous invite à interagir dans le chat, à poser toutes les questions qui vous intéressent, c'est que, concernant la pension alimentaire, c'est une sorte de package global dans lequel il faut tout mettre. J'ai beaucoup de femmes aussi qui, parfois, elles renoncent à un montant digne de ce nom, ou alors elles disent, bon, il va payer un peu la cantine, il ou elle va payer un peu les activités scolaires ou extrascolaires, ce genre de choses. Sachez que le seul montant, et ça c'est très important à avoir en tête, si vous ne deviez vous souvenir que d'une seule chose concernant la pension alimentaire, c'est de ça, c'est que le seul montant qu'il est possible de recouvrer, c'est le montant de la pension alimentaire. Ce ne sont pas les frais scolaires, ce n'est pas les frais extrascolaires, ce n'est pas les frais exceptionnels, etc. Si par exemple, votre conjointe vous plante sur les frais de cantine, c'est à vous de les payer si vous êtes saisissable. Donc, attention à ne pas minorer le montant de la pension alimentaire en disant il ou elle va payer d'autres frais. Déjà parce que ça laisse, encore une fois, comme je disais, un fil à la patte. Ça oblige à s'envoyer des mails perpétuellement pour dire « Oh, tu veux bien payer le restant des lunettes ou de l'orthodontiste, tu veux bien faire ci, ça ». Et ça, en général, les questions d'argent, quand elles ne sont pas suffisamment scindées, c'est vraiment un ferment de conflit ad vitam aeternam au sein du couple parental, ce qui fait que c'est souvent pour ces questions-là qu'on voit des gens qui reviennent devant le juge aux affaires familiales 4-5 fois sur les 15 ou 18 ans de la vie d'un enfant. Donc, je voulais vraiment, attirer votre attention là-dessus, de ne pas, que ces personnes-là, qu'elles ne fassent pas des divorces ou des séparations trop rapides, trop lapidaires. Et effectivement, Hélène nous dit dans le chat, il faut, vous, assistants, mais je pense que vous le faites de manière tout à fait spontanée, il faut budgétiser, il faut aider les gens à voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir avec leurs revenus et les nouvelles charges, puisque forcément, ils auront des nouvelles charges. Donc, ce montant de la pension alimentaire, il est extrêmement important. Il est d'autant plus important, je vous donne un autre élément là, sur ce point-là, et je donnerai tout de suite la parole à Fanny, c'est que si la pension alimentaire n'est pas fixée à un niveau minimal, c'est-à-dire 100 € par exemple par enfant, vous n'obtiendrez jamais l'allocation de soutien familial de la CAF, qui, elle, est en cas d'impayé 119 ou 120 €. Donc, c'est très important parce qu'il y a beaucoup par exemple, de papas ou de mères qui sont dans un état d'impécuniosité, et c'est le terme juridique, et qui disent, moi, je ne peux pas du tout payer, j'ai plus du tout les moyens d'eux, donc, le juge aux affaires familiales ou amiablement, on fixera un tout petit montant de pension, parfois 50 €, 75 €. Et malheureusement, en cas d'impayé, il ne sera pas possible, en tout cas difficilement exigible de la part de l'ARIPA ou de la CAF, d'obtenir cette fameuse allocation de soutien familial. Donc, attention à toutes ces notions. Il faut très, très bien évaluer tous les paramètres d'obtention de pension alimentaire parce qu'après, sinon, on est vraiment lésé. Et pour retourner devant le juge aux affaires familiales, parce qu'on n'est pas content d'une décision ou parce qu'on a décidé trop vite amiablement, il faut un élément nouveau. On ne saisit pas la justice tous les 6 mois. Donc, vous voyez, ça décale dans le temps et ça engonce les juridictions qui n'aiment pas ça. Donc, il faut être extrêmement vigilant, surtout au moment où on enclenche une procédure de divorce ou de séparation. Deuxième point, et j'en aurais terminé, si on n'a pas été assez vigilant, si on a fait une erreur, si on s'est senti lésé, si on a été trop expéditif, effectivement, il ne faut pas hésiter à ressaisir la justice. Et là, j'invite vraiment à vous, assistants sociaux, à orienter les gens vers des avocats. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, et moi je le dis toujours en toute transparence, c'est que ce sont des procédures, quand on revient devant un juge aux affaires familiales, ce sont des procédures un peu gratuites, c'est-à-dire il suffit de remplir un CERPA sur service public offert. Donc on n'est pas obligé d'avoir un avocat.
Mais quand il y a une intrication, par exemple, entre un conflit autour de la résidence et la pension alimentaire, ou que par exemple la personne en face ne déclare pas tout à fait ses revenus, il faut absolument prendre un avocat pour être défendu comme il se doit. Parce que là, par exemple, voilà, il y a 2 semaines de ça, j'ai eu une très bonne décision pour une maman qui, elle, pendant 1 an, 2 ans, a renoncé à demander à son ex-compagnon de fixer une pension alimentaire alors qu'il gagnait 2 fois plus qu'elle et qu'elle était dans une situation très compliquée, bien qu'étant professeur des écoles. Mais voilà, c'était vraiment tout à fait inadmissible. Et elle était un petit peu, comme on dit, un peu sous emprise, un peu sous pression. Elle n'osait pas aller devant le juge, elle n'osait pas prendre un avocat. Et bien là, devant le juge des affaires familiales, on a obtenu 200 € par enfant, soit 600 €. Et bien là, elle est sûre, surtout que monsieur est saisissable, il est cadre dans un grand groupe, et bien ces 600 €, elle les touchera. Donc ça, c'est extrêmement important de ne pas hésiter, quand le contexte est un peu compliqué, à saisir un avocat. Fanny, sur ces questions d'argent et de stress, comme vous l'évoquiez en amont, est-ce que vous pourriez à nos participants peut-être un exercice de sophrologie ou de détente, parce que souvent, donc là je le répète, on est face à des assistants sociaux majoritairement qui reçoivent des personnes dans leur bureau et qui arrivent souvent très stressés, souvent très très confus. Est-ce que vous auriez un exercice pratique à nous livrer pour faire baisser la pression et y voir justement un petit peu plus clair, notamment sur les questions d'argent? Alors, très concrètement, en fait, quand on reçoit quelqu'un qui, effectivement, est dans une situation de ce type, avec le stress que ça représente, les préoccupations, et puis il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué, qui est la charge mentale. Hein, si on peut y revenir à un moment donné, je pense que c'est important. C'est de pouvoir lui permettre de reprendre un peu son calme, son souffle et de s'apaiser avant de réfléchir effectivement à ces questions d'argent, parce que comme vous l'avez dit, il y a tout le côté émotionnel en fait qui prend le dessus. Et souvent, la personne souhaite on va dire, sortir le plus rapidement possible de cette situation conflictuelle et préfère, dans ce cas-là, faire l'impasse sur cette pension alimentaire pour être débarrassé, entre guillemets, le plus rapidement possible de ce conflit qui, émotionnellement, est dur à porter. Donc, ce qu'on peut proposer à cette personne quand on la reçoit dans son bureau, déjà, c'est de souffler au sens propre du terme, pour l'aider à souffler aussi au sens figuré, puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand on a cette tension intérieure et ce stress, la respiration s'accélère et le rythme cardiaque s'accélère en permanence. Donc, c'est-à-dire, l'idée va être de la faire inspirer par le nez et souffler le plus lentement possible par la bouche. Et ça pendant plusieurs minutes, afin vraiment qu'avec sa respiration, qui est donc vraiment un pouvoir anti-stress qu'on a entre les mains, c'est la seule fonction physiologique autonome du corps sur laquelle on peut reprendre la main, elle va pouvoir petit à petit s'apaiser, prendre du recul sur la situation et l'amener à réfléchir de manière plus posée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui proposer de revenir à des moments en souvenir, à des moments ou à d'autres sphères de sa vie dans lesquelles elle s'est trouvée en position de confiance ou en position de force, pour ramener à sa conscience rapidement des capacités d'assertivité, de positionnement, de regain en fait d'énergie, parce qu'effectivement elle est sous l'eau et submergée par cette problématique, et donc dans ces cas-là souvent on a tendance à ne voir que l'aspect négatif des choses et à se sentir submergé, ne plus penser finalement à faire appel à des capacités que l'on a déjà mises en pratique dans d'autres situations de notre vie ou dans d'autres sphères de notre vie. Par exemple, certaines personnes vont se sentir débordées dans cette sphère privée, dans cette sphère émotionnelle, et pour autant fonctionnent extrêmement bien, par exemple, en tant que manager dans leur sphère professionnelle. Donc, de s'appuyer soit sur une sphère qui fonctionne mieux qu'une autre, soit sur des souvenirs précédents, en fait, de périodes où la personne a réussi à surmonter des difficultés pour la ramener dans ce positionnement et dans cette assertivité sur cette problématique. Voilà, Judith. Merci beaucoup, Fanny. Si, c'était très, très intéressant et votre intervention offre sans aucun doute un apport très précieux, parce que c'est très basique,
c'est très simple, mais effectivement, quand on reçoit quelqu'un, moi aussi je le fais de temps en temps, notamment grâce à vous, c'est juste, on se pose, on respire, même parfois aussi, et surtout parfois laisser les gens pleurer. Parfois, le bureau de l'assistance sociale est le seul lieu où on peut un petit peu parfois lâcher prise, déposer ses valises. Donc, il faut vraiment, je dirais, pour rebondir sur ce que vous disiez, Fanny, aussi sortir de ce statut, de ces cases dans lesquelles, et je vais tout de suite vous laisser la parole, Isma, justement, sur ces cases dans lesquelles on peut s'enfermer, de maman solo, de mère courage, de mère qui n'en fait pas assez, de ce statut victimaire, de ce miroir qu'on offre aux gens en disant c'est dur ce que tu vis, etc. Donc, effectivement, voilà, juste se poser, reprendre son souffle, ça me semble extrêmement précieux. Isma, vous vouliez aborder, justement, puisque là on parle, on essaie d'avoir vraiment une vision très pratico-pratique, on parle de ces rendez-vous que doivent mener notamment les assistants sociaux sur ces questions-là. Quels sont, de votre point de vue, vous qui êtes consultante en parentalité, les dispositifs concrets, au-delà des dispositifs, je dirais, CAF, PAGE, qui sont bien connus des assistants sociaux, mais en tout cas, au-delà des dispositifs administratifs, quels sont les outils que peuvent déployer les assistants sociaux, RH ou médecins du travail pour aider les mamans ou les papas solos? Oui, en fait, là, je trouve ce qui est intéressant, c'est que on donne très concrètement des outils aux différentes parties prenantes autour du parent actif solo pour essayer de lui faciliter le quotidien et justement aider à surmonter les difficultés sans être seul. Dans l'entreprise, nous, chez Essence, justement, on accompagne nos clients, donc c'est essentiellement les responsables RH, à se doter d'une politique parentalité qui soit inclusive et qui permette justement de porter un autre regard aussi sur la parentalité en entreprise, qui n'est pas seulement aussi, qui n'est pas seulement un obstacle ou source de difficultés, mais aussi de voir comment ça peut être aussi un atout dans une équipe, en entreprise ou dans sa carrière. Donc avant de parler des dispositifs, je voulais aussi sensibiliser, puisque c'est aussi la chance qu'on a ces différentes parties prenantes en face de nous, quasiment en visio aujourd'hui, c'est d'essayer que chacun puisse aussi porter un regard différent, positif sur la réalité de parents solo. C'est-à-dire que dans leur réalité, ils déploient des compétences, des atouts, des qualités nouvelles qui vont enrichir et leur identité personnelle et aussi professionnelle, car évidemment, elles ne sont pas scindées. Et donc, par effet miroir, le simple fait que nous aussi, on puisse porter ce regard-là permet aussi de les valoriser et de leur donner de la légitimité à parler de leur réalité. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, nous, concrètement, en entreprise, on pense qu'on peut agir de différentes manières. La première chose, c'est de diffuser une culture d'entreprise, une culture de travail qui laisse une place plus facile à porter aux parents. Donc, et ça se passe en libérant la parole. Donc, de permettre d'ouvrir le dialogue. Ce que vous disiez, Judith, c'est justement que ces parents solo, que ces mamans solo, puisque c'est quand même une écrasante majorité de femmes, peuvent taire volontairement aussi leur réalité par peur de déranger, par peur de subir des discriminations, par peur d'être incomprises, par peur aussi qu'on se serve de cette réalité contre elles à d'autres moments, et donc elles vont taire leurs difficultés quotidiennes. Sensibiliser les managers, les RH, mais aussi les collègues à cette réalité, ça permet aussi de leur faciliter le travail pour pas avoir à se dire et à se raconter dans leur intimité. Et ça peut se passer justement parce que la tête d'entreprise et les différentes parties prenantes, la médecine du travail, les assistantes sociales, etc., vont pouvoir parler de parentalité. On n'en parle pas aujourd'hui dans l'entreprise, donc que ça soit par des ateliers, par des conférences, des tables rondes qu'on va inviter. Aujourd'hui, c'est très à la mode depuis 15 mois, justement, ces webinaires comme on fait. Donc, de pouvoir parler de parentalité en entreprise, pouvoir aussi en parler au moment des entretiens et au moment des rendez-vous d'équipe. Donc, la première chose, c'est vraiment libérer la parole et pouvoir sensibiliser le plus grand nombre à la réalité de parents et particulièrement de parents solo.
Et ensuite, une fois sensibilisés, les managers qui sont en position d'accompagner concrètement, c'est de leur apprendre à détecter les signaux faibles, justement pour éviter les réalités de burn-out et d'arriver dans ces extrêmes. C'est de détecter les signaux faibles qui sont les fatigues, les erreurs ou les dysfonctionnements sur le plan professionnel répétés, les impossibilités, les contraintes personnelles qui s'accumulent, etc. Donc, c'est de leur apprendre à détecter ces signaux et à pouvoir adresser ces sujets de façon professionnelle et apaisée avec leurs collaborateurs. Et ensuite, de pouvoir y répondre concrètement, c'est-à-dire de les sensibiliser aux dispositifs que l'entreprise dont l'entreprise peut se doter pour accompagner les parents. Et donc là, moi, je vois 5 pistes d'action concrètement sur ces sujets. La première chose, c'est des interlocuteurs qui sont formés et qui sont compétents. Et donc, c'est aussi l'objet de ce webinaire aujourd'hui et du travail que vous menez au quotidien avec les assistantes sociales, les RH, les psychologues du travail, les managers, etc. C'est de pouvoir faire en sorte que les premiers référents, les référents de proximité de ces parents, soient formés et accompagnés, et donc sensibilisés à leur réalité pour leur poser les bonnes questions, pour les aider justement à gérer le stress, pour les orienter vers les bons dispositifs. Le deuxième volet, c'est sur l'information et la sensibilisation d'entreprise. Et donc là, sur se doter peut-être de guides de la parentalité qui soient adaptés, qui soient inclusifs et qui parlent de toutes les parentalités, dont la monoparentalité. Qui puisse aussi lister toutes les ressources qu'on peut avoir sur son territoire, les associations. Vous parliez d'isolement, c'est un des premiers problèmes des parents solos. Il y a des associations qui justement essayent d'enrayer cet isolement par des systèmes d'entraide, de troc, que ce soit pour des choses matérielles ou de l'entraide de services entre parents. Donc les guides de parentalité à disposition dans l'entreprise peuvent aussi lister l'ensemble de ces ressources sur son territoire. Faire de l'information et de l'accès aux droits, ça c'est quelque chose dans les guides de parentalité très concrètement qu'on peut, c'est des informations qu'on peut donner aux parents et vous êtes bien placé pour le savoir en tant qu'avocate. Et puis aussi, quand je parle d'information et de sensibilisation, c'est de former aussi le parent, c'est de le responsabiliser par des ateliers ou des formations individuelles pour l'aider, lui, à mieux gérer son stress et ses émotions, comme le rappelait Fanny, ou pour mieux s'organiser, et donc organiser son temps et concilier sa vie privée et sa vie professionnelle, pour mieux communiquer au travail et comment adresser ces questions intimes qui peuvent être délicates de façon professionnelle dans son équipe. Donc, c'est de leur donner aussi les moyens en tant que collaborateurs, en tant que salariés, pour défendre leurs droits et leurs intérêts sur le lieu de travail. Et ensuite, les derniers leviers d'action que je vois, c'est de l'aide pratique, parce qu'on a besoin, c'est très concret, c'est de faciliter le quotidien, donc des conciergeries et de services pour de la garde, du soutien scolaire, de la garde d'urgence, des chèques CESU. Donc c'est vraiment une réponse matérielle très concrète auquel on va être aussi sensible en tant que parent solo, pas forcément, et c'est très bien les grands discours et du changement des mentalités sur notre réalité, mais c'est aussi de l'aide très concrète qu'on va pas parfois oser demander et qu'on va être très content d'avoir à disposition si besoin. De l'aménagement aussi des conditions de travail. L'apnée, la sensation d'apnée que vous décriviez, c'est aussi la réalité d'une course effrénée pour tout gérer, pour finir la to-do list qui ne s'en finit pas, d'être sur tous les fronts et d'être seul à devoir assurer. On ne peut pas être en retard, on ne peut pas appeler l'autre parent pour aller chercher le dernier à l'école, si la réunion s'est prolongée, ou si on doit retravailler après une deuxième journée qui commence quand les petits sont couchés. Donc, c'est aussi vraiment d'aménager les conditions de travail en facilitant le télétravail et en l'adaptant à la réalité de parents solos, parce que aussi la période Covid a montré que les parents solos, c'est quand même plus compliqué pour eux, et aujourd'hui le télétravail est quand même généralisé, en travaillant aussi sur le nombre de jours de repos, de favoriser le répit parental dont on parle de plus en plus. Et donc, c'est vraiment comment concrètement faciliter le jongle en prévenant la fatigue et l'épuisement, voire le burn-out de ses parents.
et donc leur apprendre à prendre soin de soi. Et la dernière chose, c'est là, pour le coup, à chaque fois, on est vraiment sur le fil entre le pro et le perso. Là, c'est aussi de leur donner les moyens d'assumer leur responsabilité familiale, parentale différemment. C'est-à-dire qu'aussi, une des difficultés, c'est qu'on est en ouverture de voie. On n'a pas de modèle. Et c'est quelque chose qui peut ajouter aussi à cette charge mentale, à cette fatigue mentale, c'est d'être seul à prendre les décisions du matin au soir en termes d'éducation, en termes de sécurité. C'est vraiment d'être seul en charge face à ses enfants. Et donc, l'entreprise peut aussi faciliter et diminuer cette charge et cette fatigue mentale en les aidant dans leur responsabilité parentale. Il y a du coaching parental, des permanences parentalité aujourd'hui qui peuvent se faire pour aider, que ce soit avec du bébé à l'adolescent, donc comment être parent solo face à ses enfants. Et aussi sur de l'aide au départ en vacances, sur de l'aide au soutien scolaire, sur de la garde temporaire ou d'urgence. C'est vraiment montrer, l'entreprise peut montrer qu'elle reconnaît les difficultés de ce que c'est au quotidien d'être le seul référent face à ses enfants et de les aider. Donc voilà, c'est les 5 pistes qui sont les plus communes et qui permettent à l'entreprise de reconnaître la réalité parent solo et de l'aider vraiment concrètement dans son quotidien. Merci beaucoup, Isma, c'est très clair. Alors moi, je prends le relais de ce que vous avez dit sur un plan plus juridique, surtout parce qu'on arrive quasiment à la fin de ce webinaire. C'est que concernant, on a parlé de la sphère privée. J'ai beaucoup exclusivement insisté sur les notions de pension alimentaire parce que c'est vraiment le sujet malheureusement extrêmement récurrent et qui met vraiment en difficulté, parfois dans de précarité, les salariés ou les agents que je rencontre. Maintenant, sur la sphère du travail, ce qui est tout à fait effarant, et comme vous le disiez très justement, Isma, c'est que précisément ces hommes et ces femmes qui sont papa, maman solo et qui cumulent toutes ces responsabilités, qui doivent penser chaque seconde, chaque minute, j'ai pris le rendez-vous chez l'orthodontiste, est-ce que j'ai fait le passeport, est-ce que je le change d'école, quel cours particulier, quelle activité, etc. Eh bien, ce sont des gens qui ont développé une extrême polyvalence et beaucoup de compétences. Et ces compétences, on peut les valoriser au sein de l'entreprise. C'est, de mon point de vue, bien plus fort, puissant que peut-être une formation qu'on aura pu avoir par le biais de l'entreprise qui, parfois, peut-être part trop théorique. Là, on est vraiment dans le quotidien, on est obligé de cumuler beaucoup de responsabilités. Et précisément, il ne faut pas faire la petite souris quand on est un papa ou une maman solo, quand on a demandé un aménagement du temps de travail, etc. Précisément, bien au contraire. C'est parce qu'on a cette capacité d'assumer et ses responsabilités personnelles et professionnelles qu'il ne faut pas renoncer à faire des demandes en interne. Au pire, on a un non. Mais ce qui est certain, c'est que si on a un non, il faut que le non soit justifié et ne soit pas discriminatoire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il faut que quand vous demandez à évoluer ou avoir un congé individuel de formation ou que sais-je, développer vos compétences, monter dans l'organigramme, etc., prendre plus de responsabilités, l'employeur doit justifier son refus. Et si vous avez la sensation, même juste la sensation, simplement la sensation, qu'on vous dit non parce que vous êtes une maman solo, parce que vous êtes à 80% ou à mi-temps, etc., eh bien, il faut que c'est à l'employeur de se justifier que sa décision n'est pas une décision discriminatoire. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus, pour vous, assistants sociaux, c'est que l'égalité homme-femme, c'est pas simplement un bel arbre de l'égalité qu'on met le 8 mars au milieu de l'entreprise, comme je l'ai vu de temps en temps, pour montrer, ah bah regardez, on fait très bien notre job, ou alors des conférences entre midi et 2. Non, ça doit vraiment s'imprégner, comme le dit Isma, dans la culture d'entreprise, à savoir que véritablement, c'est pas juste une déclaration de bonne volonté, c'est vraiment les possibilités dont doivent se saisir les parents solos. Et là, je vois quand même, puisque le titre de ce webinaire, c'est Papa et Maman solo, eh bien, il y a une sorte dans l'inconscient collectif, c'est très étonnant parce que moi, je le constate chez mes clients, c'est qu'un papa cadre qui, lui, va demander un aménagement de son temps de travail parce que du jour au lendemain ou après une décision, eh ben, il va recevoir ses enfants en alternance. Alors là, il va recevoir, ça va être reçu avec beaucoup de bienveillance de la part souvent des ressources humaines, parce qu'on se dit, waouh, un papa qui s'occupe de ses enfants, etc. Donc, il y a une sorte, en tout cas, je constate à mon petit niveau, il y a une forme d'indulgence, même d'admiration à l'égard des papas solos. Pas toujours, bien évidemment, ils rencontrent dans la majeure partie des cas les mêmes difficultés que les mamans solos, mais parfois dans la sphère du travail, quand ils doivent revendiquer, eh bien, on les regardera peut-être, et c'est pas très juridique ce que je vais dire, mais avec un peu plus de tendresse qu'une maman solo.
Et une maman solo, il y a toujours se dire, bon, bah, qu'elle se débrouille, quoi. Voilà, elle se retrouve seule, etc. Les femmes, soit qu'elles aient du mal à établir le dialogue en interne auprès des RH, médecins du travail ou même de leurs assistants sociaux, soit parce elles ne veulent pas perdre leur travail, elles ont l'impression qu'en demandant, etc. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut se sentir légitime. Si on est légitime professionnellement, eh ben, c'est déjà un. Et en plus de ça, eh ben, vu qu'aujourd'hui, notamment à l'heure du télétravail généralisé, la sphère professionnelle et personnelle sont complètement imbriquées, eh ben, il ne faut pas hésiter à mettre en avant les compétences qu'on a pu surdévelopper, notamment à l'occasion des différents confinements, de pouvoir jongler entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc ça, c'est des compétences en qui sont susceptibles de demander des choses en interne. Maintenant, encore une fois, si vous avez l'impression qu'il y a des moments de discrimination, ou alors que vous êtes licencié parce que vous vivez un burn-out parental et que l'employeur va dire oui, cette personne fait un burn-out parental, mais en fait c'est une sorte de burn-out professionnel, elle n'est pas adaptée. Ben, c'est extrêmement important. Il faut laisser des traces, il faut envoyer des votre N+1 sans rentrer, bien évidemment, sans faire rentrer tout le monde dans la boucle et faire rentrer les gens dans votre intimité. Mais c'est très important de dire aux salariés, aux agents que vous rencontrez, qu'ils n'hésitent pas à faire part de leurs difficultés personnelles pour que précisément l'employeur ne dise pas « Ah ben non, à ce moment-là, vous avez commis une faute, vous avez été en retard, etc. » Il ne faut pas être timide sur ces questions-là parce que malheureusement, si ça se passe mal au sein de l'entreprise, l'employeur peut parfois utiliser les manquements qui viennent plus de difficultés d'ordre privé, les implémenter sur la sphère professionnelle. Donc, il faut être d'une vigilance extrême sur ces questions-là. Il ne faut pas forcément devenir une ou un passionnariat de l'égalité homme-femme en entreprise, mais surtout pas de se dire que parce que je suis maman solo, parce que je suis papa solo, je minore mes demandes, ou alors si je sens qu'il y a une discrimination qui est pleine dans l'air, je n'ose pas la faire remonter. La jurisprudence est extrêmement nette là-dessus. Elle est nette sur notamment la discrimination au regard des grossesses, mais elle est de plus en plus fréquente, notamment pour ce qui concerne les structures monoparentales, quand on va privilégier par exemple un salarié dont on sait qu'a priori il a une structure familiale sur le papier plus stable ou plus équilibré puisqu'il est accompagné que quelqu'un qui serait seul. Donc vraiment, il faut être vigilant sur ces questions-là. Fanny, je vais peut-être vous donner le mot ou l'exercice de la fin sur ces questions d'évolution personnelle, notamment du stress que ça engendre de devoir jongler entre plusieurs vies et parfois du manque de confiance qui induit ce contexte de maman solo, papa solo. Est-ce que vous auriez un petit exercice à nous livrer pour que les personnes qui assistent à ce webinaire, les personnes qui ont rendez-vous à booster, on va dire, leur confiance en elles, à ne pas hésiter à se mettre en avant, malgré parfois des difficultés personnelles prégnantes? Oui, avec plaisir. Simplement, peut-être avant de partir sur un exercice très concret, on a beaucoup parlé de burn-out parental, on n'en a pas complètement non plus défini en fait les contours, et je pense que c'est quand même important pour les personnes qui reçoivent vraiment au cabinet d'avoir quelques éléments quand même d'identification pour essayer de prévenir, puisque on a beaucoup parlé de l'épuisement émotionnel et physique, mais il est aussi psychique. Donc, on repère facilement l'épuisement. Ce qu'on a un peu de mal à repérer, c'est quand même la distanciation affective qui se crée avec les enfants. Ça doit être un signal, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est un signal d'alerte important. Et puis, ce sentiment aussi de perte d'efficacité dans son rôle de parent. Donc, c'est des signaux qui doivent vous alerter, vous, assistants sociaux, dans les discussions, puisque l'impact, il est quand même à la fois sur le parent, mais aussi sur l'enfant, dans la relation avec l'enfant. Et ça, on ne l'a pas dit, donc je souhaitais réinsister un tout petit peu sur ces points-là avant de vous proposer cet exercice pratique sur la confiance en soi. Et peut-être se dire, mais même… Avant de vous laisser aller sur l'exercice pratique, excusez-moi Fanny, ce que vous dites est hyper important, parce que moi, je vois parfois au cabinet, pour bien faire le lien entre ce que j'ai dit au départ, notamment sur les problèmes financiers et sur ce que vous définissez parfaitement bien du burn-out parental, je vois parfois des pères et des mères qui sont tellement sur plusieurs fronts à la fois que quand ils ont beaucoup de pression, ils disent « Ah bah finalement, je vais lâcher avec mes enfants, je lui laisse mes enfants, ou je lui laisse ça, ou je renonce, etc. »
Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Le point d'alerte, le signal extrêmement important, c'est quand quelqu'un lâche sur sa fonction parentale et dit « je n'en peux plus », alors je laisse à l'autre parent qui m'aurait mis la pression. Donc, je voulais insister sur ce que vous dites parce que c'est extrêmement important. Oui, et je crois que dans ce cadre-là, le rôle de tout accompagnant, c'est aussi de faire réfléchir le parent, et ça peut se faire au sein de l'entreprise aussi, puisque on peut tout à fait animer des conférences sur la parentalité, etc., mais faire réfléchir le parent aussi à cette notion de parent idéal, en fait. C'est souvent cette problématique-là, et que lâcher prise sur cette image de parent idéal, accepter en fait qu'on peut avoir une parentalité complètement imparfaite, mais épanouissante. Je pense que c'est important de le rappeler, au même titre que de demander de l'aide et du soutien, chose qui est effectivement très difficile à faire, et j'espère que l'exercice pratique là va nous aider dans cette problématique-là, puisque c'est aussi difficile de demander parfois une augmentation, comme vous le disiez Judith, que de demander tout simplement de l'aide à un collègue, à un collaborateur, à un ami, à un voisin ou à de la famille pour être soutenu dans ce rôle qui nous prend à 200%, et pour respirer, souffler, apprendre à être bienveillant avec soi-même et s'accorder de vrais moments de détente, de vrais moments de plaisir personnel, même si c'est très court, même si c'est 5 minutes par jour, mais ces 5 minutes, elles sont importantes pour justement reprendre son souffle et sortir de cette apnée dont vous avez justement parlé, Judith. Voilà, donc je m'arrête là, mais c'était des points que je voulais préciser qui me semblaient importants. Et je vous propose tout de suite, en 5 minutes, un exercice pour reprendre confiance en soi et se voir, pourquoi pas, tout simplement faire une demande, quelle qu'elle soit, soit de soutien, d'aide, d'augmentation ou autre. Je vous laisse à chacun le choix de choisir quelle sera cette demande. Pour ça, je vous invite dans cette pratique à vous installer confortablement dans votre chaise, le dos bien installé dans le dossier. Vous pouvez tout à fait décroiser les jambes et poser vos 2 pieds bien à plat au sol. Je vous invite vraiment à participer sans a priori. C'est valable pour le thème de l'atelier d'aujourd'hui, mais c'est valable dans votre vie à tous, de tous les jours. Donc, profitez-en comme un moment aussi pour vous ressourcer. Dans cette position, je vous invite simplement à vous laisser aller, à fermer les yeux. Pourquoi pas essayer de sentir vos 2 pieds à plat au sol, votre dos dans le dossier et puis vos cuisses au niveau de l'assise de la chaise. Je vous invite à prendre une première inspiration toute simple par le nez et à souffler, laisser partir dans le souffle toute cette pression, toutes ces préoccupations. Relâchez bien votre visage, vos mâchoires, l'arrière de la tête et le cou. Tranquillement, prenez une deuxième inspiration et soufflez, laissez partir dans le souffle tension, préoccupation. Et relâchez simplement les épaules, les bras, les mains. Laissez votre dos s'installer confortablement. Détendez votre poitrine. Et prenez une dernière inspiration profonde. Soufflez par la bouche et laissez-vous aller à un peu plus de détente. Relâchez tout le haut du corps maintenant et le bas du corps. Et dans cet état de détente, je vous invite à laisser venir à vous le souvenir d'un moment dans votre vie professionnelle ou personnelle dans lequel vous avez eu profondément confiance en vous. Où vous avez simplement su mobiliser des capacités, où vous avez été fier de vous, des résultats obtenus. Laissez venir tous ces souvenirs. Il y en a certainement plusieurs qui se présentent. Vous en choisissez un et vous envoyez un maximum de détails. Votre posture, la façon dont votre gestuelle, votre comportement, et surtout ce sentiment de confiance. Laissez-le grandir à l'intérieur de vous.
Et en lien avec cette confiance que vous avez retrouvée, je vous invite maintenant à vous projeter demain, dans quelques jours, dans un moment que vous appréhendez peut-être un peu, vous allez avoir à demander quelque chose. Demander une augmentation, demander de l'aide, tout simplement, dans votre quotidien. Essayez de visualiser la scène et de vous voir, vous, là, maintenant, à l'aise, confiant, pour faire cette demande. Observez vos gestes, vos mots, votre attitude. Et voyez-vous réussir cette demande. Et connectez là maintenant à cette sensation agréable d'avoir réussi à formuler votre demande. Et pour l'ancrer encore davantage, je vous invite simplement à inspirer profondément le sentiment de réussite et à souffler pour l'ancrer encore un peu plus profondément. Vous venez de programmer positivement ce moment. Alors je vous invite à vous reconnecter quand vous en aurez besoin à cette confiance à l'intérieur de vous, quand vous souhaiterez passer à l'acte. Et très simplement, vous pouvez maintenant vous étirer, bailler et ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. C'est formidable à chaque fois. Je réécouterai le replay du webinaire là, sur notre chaîne YouTube pour faire l'exercice sérieusement. Mais effectivement, chaque fois que vous intervenez, je trouve ça tellement fondamental parce que on revient à une corporalité, on revient à une détente du corps, de l'esprit, à une concentration de ce qu'on veut. Et en réalité, vous voyez ce que vous faites en sophrologie. Moi, je le fais souvent avec les clients quand ils arrivent submergés, surtout quand ils sont maman, papa solo, en leur disant mais qu'est-ce que vous voulez? Et souvent, cette seule phrase « qu'est-ce que vous voulez ?» ils ne savent pas y répondre. Alors, précisément, pour pouvoir y répondre, parfois, il faut prendre un peu de recul, même dans son corps, dans sa respiration. Et c'est vrai que ces exercices sont extrêmement précieux et agréables. Il est 15h13 et je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis en grande majorité jusqu'à la fin de ce webinaire. Je m'excuse des détails techniques et de ma petite frustration. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi en ce moment la Wi-Fi au cabinet, ils font des travaux dans l'immeuble, donc c'est pas optimal, mais je m'organiserai mieux. En tout cas, je ferai peut-être ça en télétravail la prochaine fois. Mais en tout cas, ce que je souhaitais aujourd'hui, c'est aborder avec mes intervenantes, Isma avait un rendez-vous, mais en tout cas aborder un sujet ô combien prégnant, un sujet qui est à la fois un sujet de droit, un sujet sociétal, qui est un sujet pour vous, assistants sociaux, et essayer de donner quelques petits axes qui mériteraient qu'on aborde pendant une semaine entière. Mais en tout cas, si vous souhaitez qu'on intervienne plus en amont sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai laissé mon mail que vous connaissez, judith@buchinger-robin.com. J'interviens de plus en plus en tant que formatrice dans les entreprises et j'interviens et dans les structures publiques et aussi avec des doubles regards. Je viens avec d'autres intervenants. Donc, si vous souhaitez que Fanny Faugeron-Kini soit parmi nous ou Ismaël Aswani, ce serait formidable. Et vous voyez que déjà, voilà, même à distance, même par webinaire interposé, on arrive déjà à faire émerger des points très intéressants d'action et de réflexion. Pour des questions plus juridiques stricto sensu aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Vous savez que je réponds sous 48 heures maximum. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. La semaine prochaine, on a un webinaire particulièrement difficile, mais ô combien important dans un contexte où là-bas, la parole s'est beaucoup libérée sur ces sujets-là. C'est la maltraitance, l'inceste, et que j'animerai avec Judith Trincard, qui est médecin légiste et qui est secrétaire générale de l'association Mémoire Traumatique, présidée par Muriel Salmona, et avec Madame Betsa Beifra, qui, elle, est masseuse aussi sophrologue, mais qui intervient beaucoup dans les unités de périnatalité ou dans les hôpitaux pour soigner les enfants ou
ou les femmes qui ont connu des violences conjugales ou des parcours où l'inceste était présent. Et là aussi, ce sera très intéressant parce que vous aurez le regard de l'avocat, du médecin et aussi de la praticienne plus sur un angle de la corporalité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Pour ceux et celles qui sont encore là, n'hésitez pas à télécharger dans l'onglet les documents. Vous avez aussi la présentation de Fanny, notamment qui tourne autour du burn-out parental. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger si vous l'avez déjà fait. Tous les documents. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci de votre écoute, malgré les petits bugs techniques, mais qu'on a vite résolus. Et je vous dis à très bientôt. Merci Fanny, c'était formidable, comme d'habitude. Merci, avec grand plaisir. Bonne suite. À bientôt. À tous. Merci. Au revoir. Au revoir.